Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 75e émission, nous recevons Stéphane Blé. Stéphane, bonjour à vous. Bonjour. Stéphane Blé, vous êtes un pianiste et compositeur français résidant actuellement en Turquie. Vous êtes l'auteur de 300 œuvres et d'une trentaine de disques et, depuis peu, l'auteur d'un livre paru aux éditions Contre-Culture intitulé « Franc-maçonnerie, l'effroyable vérité ». Précisons à nos auditeurs que vous avez été franc-maçon au grade de maître. Vous en êtes revenu et désormais vous racontez ce que vous avez vu. Chers auditeurs, nous allons en parler tout de suite. Mais avant cela, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Stéphane Blé, ma première question. Comment et pourquoi avez-vous intégré la franc-maçonnerie ? Alors ça, c'est une bonne question. J'en parlais l'autre jour encore. Moi, j'étais pas très chaud pour rentrer là-dedans. C'était pas trop mon truc. Par contre, j'ai toujours été passionné par le symbolisme. Donc, j'avais lu beaucoup de choses sur différentes traditions initiatiques, sur la numérologie, la Kabbale. Je savais pas trop, mais ça m'intéressait de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ça. Bon, bref. Et puis, il se trouve que j'avais un ami. Je ne savais pas qu'il était franc-maçon. Et puis, un jour, il s'est révélé à moi, comme on dit. C'est-à-dire, il m'a dit, bah écoute, voilà, je suis franc-maçon. Je te dis ça parce que, étant donné que t'es un artiste reconnu, tu t'intéresses à des sujets philosophiques, etc., etc. Enfin bon, je te la fais courte. Et il me dit, donc je pense que tu serais bien là-dedans. Et voilà. Alors sur le moment, je lui avais dit non. Enfin, je vais quand même poser quelques questions, où il était, à quel rite, tout ça. Et puis j'ai pas donné suite. Et puis 2 ans après, il m'en a reparlé. Puis finalement, il a réussi à me convaincre. J'ai dû me laisser avoir par le fait que bon, on sait que Mozart a été franc-maçon, Haydn, Beethoven, Liszt. Alors je me suis dit bon, quand même avec des prédécesseurs comme ça, ce qu'on oublie quand même, c'est que bon, effectivement, Mozart a été jeté dans une fosse commune. On peut se demander où étaient les frères, mais ça, sur le moment, on n'y pense pas forcément. Alors, dans votre éveil spirituel solitaire, un auteur a eu une place centrale, Carl Jung, psychiatre suisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est la place de cet auteur, justement, dans cet éveil que vous avez eu ? Bah, c'est-à-dire que c'est bon, moi déjà viscéralement Freud, j'ai toujours un gros problème avec, hein, j'ai pas tout lu, mais enfin j'en ai eu assez. Carl Jung s'est opposé à Freud. Voilà, tout à fait. Et puis lui il parle beaucoup d'archétypes, enfin c'est pas du Freud, quoi. Il résume pas tout au fait de vouloir baiser sa mère, hein. Ça c'était peut-être son cas, mais il faut pas essayer de mettre ça sur toute l'humanité, quoi. Voilà. Et donc en tout cas Jung m'avait passionné, et puis c'est vrai que je suis passé de ça à beaucoup d'autres choses. J'ai lu sur tout un tas de traditions, et ça me passionnait. C'est vraiment même la meilleure période que j'ai eue. D'ailleurs, je continue à lire des choses pour moi, mais voilà. D'ailleurs, en maçonnerie, on ne parle pas du tout de ces trucs-là, hein. Simplement, le frère en question me disait, mais tu y seras très bien, il y a du symbolisme. Bon, c'est vrai qu'il y a du symbolisme. Bon, après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de... faut pas croire qu'on se met à parler de Kabbale, de choses comme ça. D'ailleurs, on ne parle pas effectivement en loge de politique et de religion, c'est vrai, puisque ce sont les grands maîtres des obédiences qui se chargent de ça pour vous. Donc là, vous êtes initié dans la franc-maçonnerie. Comment se passe votre initiation ? Bah, l'initiation, alors déjà, bon, ça commence quand on dit bon, d'accord, etc. Donc il y a trois personnes qui viennent, enfin trois frères qui viennent te poser des questions. Alors soit ils viennent chez toi, soit dans un café. Enfin bref, ils te posent quelques questions, ils font leur petite interrogatoire. Bon, il y a rien de choquant. Ils veulent savoir un peu tes goûts, ce que tu lis, ce que tu aimes, machin. Et puis donc ensuite t'es convoqué un jour à la Grande Loge. Bon, moi j'étais à la Grande Loge de France, mais il y a le Grand Orient, il y a plein d'autres choses. Et ensuite, on te met un bandeau sur les yeux, et un frère t'amène dans une loge, mais tu la vois pas, donc tu vois rien du tout. On t'assoit quelque part, et puis là, la première fois, donc tu as les frères de la loge qui sont tous autour, mais encore une fois, toi, tu ne les vois pas, tu fais que les entendre, et qui vont te poser des questions. Alors ça peut être quelle est votre religion, est-ce que vous êtes croyant ou athée, vous aimez lire quoi, pour vous, quel est l'intérêt de la franc-maçonnerie, ou quel pourrait ou quel devrait être l'intérêt de la franc-maçonnerie, enfin tu vois, ce genre de questions. Et puis ensuite, ils te raccompagnent dehors, quoi, voilà. Et puis, derrière ça, eux votent. Enfin, ils vont parler pour est-ce que c'est bien de le prendre ou pas. Ils font un vote. Ça se passe avec des boules, blanches ou noires. Bon, ça, évidemment, je l'ai su après, mais voilà comment ça se passe. Et puis, donc, s'ils votent pour ton entrée, ils te recontactent en général le lendemain. Et puis, une semaine après ou 15 jours après, t'as vraiment ton initiation. Ça, c'est pas l'initiation, c'est le vote, hein, la première rencontre. Et ensuite, il y a l'initiation. Bon, là, on va pas faire des heures dessus. C'est vraiment
nom du symbolisme, mais effectivement, tu as encore le bandeau, il y a tu te rappelles même pas très bien ce qui se passe parce que tu vois rien, et puis quand on t'enlève le bandeau, tu as tous les frères de ta loge que tu vois pour la première fois avec une épée tendue sur toi, quoi, vraiment... Voilà, qui te reçoivent pour la première fois dans la loge. Donc là, vous rentrez à la Grande Loge de France. Ouais, Quelle est la différence avec le Grand Orient de France, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors déjà, oui, il y a 3 mots, et ce que je dis dans le livre, il y a 3 mots, il faut vraiment connaître la définition pour pas se planter. Il y a donc le mot obédience, le mot rite, et puis j'en oublie un, mais ça va me revenir. Enfin, loge. Et loge, évidemment. Voilà, donc loge, c'est soit l'endroit... Ça définit soit l'endroit dans lequel un groupe de maçons se réunit, soit l'intégralité des frères qui sont dans cette dans cette structure. Donc en général, c'est le contenu et le contenant. Voilà, exactement. Ça peut être en général c'est une quarantaine, mais il n'est pas rare qu'il y ait des loges de 25 personnes ou de 70. Il y a pas mais en général c'est 40, 50. Et donc le mot obédience, sont des organisations qui regroupent des loges. C'est administratif, qui regroupe des loges, ne serait-ce que pour gérer les capitations, c'est-à-dire l'argent que les frères donnent. Loi 1901. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc là, il y a la Grande Loge de France, le Grand Orient, le droit humain qui lui est mixte, la Grande Loge féminine, la Grande Loge nationale française, où il y avait ce Stéphanie là qui avait envoyé une lettre. Les frères étaient foudraés. Je l'avais envoyé une lettre à Sarkozy à l'époque où il était encore président et où il allait se représenter en disant nous sommes tous des soldats qui nous battront pour votre élection, etc. Alors, bon, les frères étaient furieux. Enfin bref, voilà. Donc il y a différentes obédiences. Moi, c'était la Grande Loge de France, mais il n'y a pas une énorme différence. Enfin, on sait que politiquement, les hommes politiques qui sont en général au Grand Orient, c'est la gauche quand même s'il peut y avoir des exceptions. C'est en général les socialistes. Xavier Bertrand y est, par exemple. Oui, mais lui, on ne sait plus. Mais je crois, il me semblait qu'il était avant à la Grande Loge nationale française, par contre. En tout cas, à la Grande Loge nationale française, il y a pas mal d'hommes politiques de droite. Enfin, on sait que ça ne veut plus rien dire. C'est aussi selon les régions, c'est aussi géographique. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, maintenant, je crois que le clivage est plus tellement là entre la gauche et la droite. C'est mondialiste ou pas mondialiste. Alors, un franc-maçon qui soit pas mondialiste dans les politiques, j'en ai pas encore vu, mais... Stéphane Blé, précisons à nos auditeurs que votre livre ne tourne pas uniquement autour de votre parcours, mais aussi et surtout sur l'histoire de la franc-maçonnerie. Et on va pas se le cacher, dans ce livre, vous balancez, et vous avez une thèse. Et cette thèse, c'est que la franc-maçonnerie, au cours du XVIIIe siècle, a été infiltrée et détournée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, d'ailleurs, je vais aller plus loin. C'est pas une thèse, c'est une réalité éprouvable. Il faut savoir que la franc-maçonnerie, parce que tout le monde en parle sans savoir exactement, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, au Moyen-Âge, par exemple, il y avait vraiment, la franc-maçonnerie, c'était pas du tout ça. Il y a eu des constructeurs de cathédrales, des architectes, des tailleurs de pierre, de ce qu'on appellerait des compagnons du Tour de France. Ce que vous appelez la maçonnerie opérative. Voilà. Par rapport à la maçonnerie spéculative. Voilà. Et même néo-spéculative, parce que ça se fait en 3 temps. Donc il y avait des loges comme ça de compagnons du Tour de France, d'architectes, de mathématiciens, enfin vraiment d'opératifs, qui étaient souvent soutenus par un souverain un peu moins bête que les autres, voilà. Enfin, et c'était vraiment ils travaillaient sur le nombre d'or, les mecs, ils travaillaient pas sur voilà. Et tout ça a été tout ça est parti d'un coup. En 1717, avec la création de la Grande Loge unie d'Angleterre. Bon, il y avait eu des signes avant-coureurs avant, mais en 1717, la Grande Loge d'Angleterre, qui d'ailleurs l'avoue, en plus l'écrit même dans ses constitutions, on veut devenir le port franc du monde, quoi. Voilà, on veut devenir la plus grande puissance financière. Bon, ils le disent, c'est pas le complot, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Et effectivement, on voit, alors quand on regarde la composition de ça, quand on sait comment ça a été construit, quand on sait qu'ils ont fait détruire la plupart des rituels opératifs anciens qui ont été remplacés par 2 pasteurs protestants vraiment plus que décourageants, quoi, Desaguliers et surtout Anderson, qui était un type qui donc s'est fait payer, c'est lui qui a demandé l'autorisation en fait de les aider un petit peu à faire, on peut dire, à faire disparaître ce que c'était avant et à créer des nouveaux rites. C'était donc un ultra-calviniste, d'ailleurs c'est tout à fait logique, ça continue aujourd'hui, j'allais dire, les protestants et les Israélites s'entendent très bien dans les loges. Voilà. Moi, j'ai souvent entendu du mal de la religion catholique, de l'islam, etc., mais jamais des protestants ou du judaïsme. Donc déjà, ça commence comme ça. Et on voit qu'entre 1717
Et 1760, en 1760, tout est en place, de toute façon. Dans toute l'Europe, on a des créations de loges, et alors on voit qui est dans les loges. Je parle pas seulement des noms ou de la religion, mais la plupart sont des banquiers, des politiques, il y a pas d'opératifs, il y a pas d'artistes, il y a pas voilà, c'est plus du tout la même chose. Et on travaille sur de nouveaux rituels, les constitutions d'Andersen dont je parlais tout à l'heure, qui ont été faites sur mesure pour la Grande Loge Unie d'Angleterre, deviennent vraiment j'allais dire la Bible des francs-maçons. Et on en est toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Et après, évidemment, beaucoup plus tard, tout ça sera repris et aggravé par un type qui s'appelle Albert Pike, mais enfin, on n'en est pas encore là. Et voilà, donc tout se fait entre 1717 et les années pré-révolutionnaires. Et c'est la date de 1717 qui est retenue aujourd'hui comme la date de création officielle de la franc-maçonnerie. Voilà. En fait, c'est en deux temps. C'est 1717 et 1721. On va pas rentrer dans les détails, d'ailleurs. Voilà. 1717. Voilà. Oui, mais je veux dire, 1717 et 1721, c'est là où on a toutes les traces de tout ce qui se prépare. Et puis, on a la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Et puis après, on regarde les loges se créer un peu partout en Europe et leur composition. Et puis on voit que dans les années qui précèdent la Révolution française, on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit que dans certains grades, on a beaucoup d'aristocrates, et puis au-dessus, on a des politiques, et puis on va voir que tout ce petit monde va bouger après, et on comprend mieux quand on sait comment fonctionnent les codes maçonniques. Ça, c'est un autre truc qu'il faut que les gens sachent, parce qu'il y a des gens qui croient que quand on est rentré là-dedans, ça y est, on est dans on est dans le truc, on sait tout, on travaille tous pour la même chose. C'est pas du tout vrai, puisque c'est un truc pyramidal, mais voilà, avec très hiérarchisé. Très hiérarchisé. D'ailleurs, c'est un vrai paradoxe, parce que bien sûr, beaucoup d'obédience prônent une grande liberté dans la société, voire même parfois le désordre, alors que à l'intérieur des obédiences, tout est extrêmement hiérarchique, il n'y a rien qui dépasse. Bien sûr, au point même que, et vous citez cet exemple, c'est que lorsqu'on est au 32e degré, on ne sait pas ce qui se passe au 33e degré. Absolument, absolument. Et c'est même écrit noir sur blanc par des grands spécialistes de la maçonnerie déjà à l'époque, au XVIIIe siècle. Les crémages, enfin les gens dont on se servira sont tous choisis au 33e, les autres sont là pour faire diversion. Enfin bon, c'est évident. Donc il y a ça déjà, et puis on voit bien que... Les apprentis doivent être silencieux. Voilà, les apprentis doivent être silencieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, c'est cabalistique. C'est-à-dire, il y a quand même des mots de passe. Le Ordo ab Chao, on sait. Donc voilà. Et puis il y a aussi des mots de passe comme Phaleg, qui veut dire division, confusion. Enfin, on sent bien que c'est effectivement créer un ordre, nouveau, ce que vous voulez, d'après un chaos organisé. Quoi. C'est très clair. Mais effectivement, il y a pas de pire cauchemar pour la franc-maçonnerie que d'imaginer une société non hiérarchisée. Et d'ailleurs, je voudrais aussi aborder un deuxième paradoxe, c'est que la franc-maçonnerie est toujours à la pointe dans la lutte contre les sectes. C'est toujours les frères qui désignent qui sont les sectes, qu'est-ce qu'une religion, qu'est-ce qu'une secte, et ainsi de suite, alors que le fonctionnement que vous décrivez s'apparente à une organisation sectaire. Tout à fait, mais ça a toujours été comme ça, mais ça va plus loin. Ils se dénoncent même entre eux. Enfin, je veux dire, par exemple, l'histoire du Grand Orient de France, c'est hallucinant, parce que, historiquement parlant, c'est l'obédience la plus irrégulière qui existe. Et comme dit Papus, qui a quand même beaucoup d'humour, qui est un grand spécialiste de la franc-maçonnerie, il disait, en gros, comme les vieilles péripatéticiennes qui sont mariées sur le tard à un bourgeois, il n'y a pas pire mauvaise langue, quoi. C'est-à-dire, pour dénoncer les autres. Ça s'est passé pendant... de toute l'histoire de la maçonnerie spéculative, ça a été ça. Dans les années après, un peu après la Révolution, il y a eu une guerre qui a duré des années entre les obédiences, mais à coup de procès, de menaces, d'expulsion. Voilà, c'est vraiment, on sent une guerre de pouvoir. Mais maintenant, voilà, je crois que c'est clair, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Alors surtout, dans votre livre, vous revenez sur un aspect de la maçonnerie, un rite, qui est le rite écossais, ancien et accepté, qui est appelé le REAA. Bah oui, c'est même l'objet du livre. L'objet du livre, parce que il y a différents rites, et le plus pratiqué au monde, c'est celui-là, rite écossais ancien et accepté, et c'est tout à fait vérifiable. À chaque fois que vous voyez une magouille politique, un scandale maçonnique, c'est toujours là. C'est pas compliqué. D'ailleurs, les présidents américains qui étaient francs-maçons étaient tous au REA. Il y a une raison. C'est donc en 33 degrés. On verra qu'à l'intérieur de ces degrés-là, il y a certains degrés qui sont des degrés terrifiants, de vengeance plus talmudique que maçonnique, comme le 30e. On va y venir. Mais d'ailleurs, pourquoi 33 degrés ?
Au départ, c'est censé, voilà, le symbolisme du 33 et l'âge du Christ, mais enfin, c'est pas vraiment pour célébrer le Christ, hein, peut-être pour célébrer sa mort, mais enfin bon, il y a aussi un symbolisme dans le 33, mais au départ, il n'y avait pas 33 degrés, hein. Ils ont rajouté des degrés, ils ont fait, si vous voulez, progressivement, tout ce qui pouvait rester d'anciens rituels qui pouvaient même encore un peu rappeler quelque chose d'opératif, tout ça progressivement était complètement détruit. D'accord, donc le 33 degrés, vous le dites dans le livre, hein, donc fait référence à la mort du Christ, donc la célébration de sa mort. Donc on vient au mobile de cette infiltration dont nous parlions tout à l'heure, infiltration juive et protestante au sein de la franc-maçonnerie. C'est clairement la destruction de l'Église au profit de la synagogue. Bon, disons qu'en tout cas, il est évident qu'il est avoué au moment de la création de la maçonnerie néo-spéculative, etc., que le but, c'est d'affaiblir et même d'éliminer vraiment la religion catholique et évidemment les nobles. D'ailleurs, c'est un mot de passe dans les hauts grades, foule aux pieds les lys. Voilà. Alors, le problème des nobles qui avaient adhéré à cette structure sans la connaître et qui étaient dans les bas grades devaient être très très contents d'avoir des frères sympas comme ça aux agapes, mais ils ne connaissaient pas la signification de ce mot de passe. LDP, qu'on peut interpréter de différentes façons selon le grade dans lequel on se trouve. Ça, c'est un symbole effectivement important que je reprends pour que les gens comprennent bien, parce que c'est très vicieux. C'est le même code, mais qui n'a pas la même signification selon les degrés. Donc pour on va simplifier. Donc pour un apprenti à l'époque, ça signifiait liberté de passer. Ce qui veut dire, en gros, si vous avez été initié, vous savez quel mot il faut dire à l'oreille du frère qui est devant la loge. Voilà, si vous dites le bon mot, liberté de passer, vous passez. Voilà. Ensuite, ça devient liberté de penser. Et puis dans les plus hauts grades, ça devient liberté de devoir pouvoir. Et puis alors là, dans les hauts grades, cabalistiquement le D et le P s'inversent, ça devient L, P, D, Lilia Pedibus destrué. Voilà, foule aux pieds les lys, c'est-à-dire détruit la monarchie et le catholicisme. Alors dans votre livre, page 27, vous citez Monseigneur Léo Meurin, qui dans son ouvrage La franc-maçonnerie synagogue de Satan écrit, alors je vais citer le passage que vous citez de Léon Meurin. La franc-maçonnerie est en réalité une invention juive pour détruire l'Église construite sur la base de la Kabbale. Les 11 premiers grades du rite écossais étaient destinés à transformer le profane en homme véritable selon l'idée maçonnique. La seconde série, qui va du 12e au 22e degré, doit consacrer l'homme pontife juif. La première chose qui surprend le nouvel adepte dans une loge est le caractère juif de tout ce qu'il y rencontre. Depuis le premier grade et constamment après, il n'entend parler que du grand œuvre, de reconstruire le temple de Salomon, de l'assassinat de l'architecte Hiram Abif, des 2 colonnes Bouze et Jacquin, d'une multitude de contremarques et de paroles sacrées hébraïques, ainsi que de l'ère juive pour laquelle on ajoute 4000 ans à la nôtre, afin de ne pas honorer la naissance du divin sauveur. Alors, c'est pas Jacquin. Oui. C'est mal prononcé, Yakin ou Yarin selon les... Voilà, mais Yakin et Boss, mais c'est pas grave. Et oui, alors il y a ça, effectivement. Moi, je vais plutôt citer un autre exemple, parce que je l'ai mis effectivement, parce que ça dit tout. Mais là, évidemment, quand on cite l'auteur en question, ils vont dire, bien sûr, il était catho, machin, etc. Alors, on peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire citer un extrait du journal des publications israélites, publication de la Société juive de Philadelphie, 3 août 1855, je cite, donc c'était le Stéphane Weiss, le fondateur de l'Union de congrégation juive américaine, bénébérite, qui dit « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. » Voilà, et ça c'est dans les livres qu'on a, enfin je veux dire, dans les magazines, c'est publié, etc. Donc bon, là c'est pas un méchant antisémite notoire qui le dit, quoi. Voilà, donc c'est clair. Voilà, bon, à la limite, pourquoi pas. Moi, l'hébreu, moi, j'ai rien contre. C'est intéressant, etc. Le problème, c'est de voir où on va. Voilà, c'est ça, c'est de voir ce qu'on en fait. Et pourquoi, effectivement. Alors là, si vous êtes apprenti ou compagnon et que vous commencez à demander à un frère d'un degré supérieur, moi, j'ai rien contre l'hébreu, mais pourquoi tout ça c'est en hébreu? Occupe-toi de tes affaires. Voilà, c'est-à-dire qu'aucun frère à aucun grade ne peut demander à un frère d'un degré supérieur quoi que ce soit. Ni sur ce qui se passe après, ni ça, c'est totalement interdit. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on apprend quand même à se taire.
Ah bah ça, on apprend à se taire, ça c'est sûr. À pas poser de questions. Oui, sauf que moi je suis curieux, alors, je ne posais pas de questions, parce que je savais qu'on m'y répondrait pas, etc. Mais il y a quand même des moyens aujourd'hui quand on voit des choses qui gênent. Et moi j'ai encore des amis qui sont dans des jeunes qui sont rentrés, enfin des jeunes, souvent artistes, qui sont rentrés dans la maçonnerie, qui sont, je sais pas, compagnons par exemple, et qui commencent vraiment à se poser des questions, qui me racontent des choses. C'est à eux de choisir, mais il faut, quand on voit quelque chose de choquant, essayer d'aller trouver l'idée où elle se trouve, parce que tout ce qui arrive, tout ce qui est fait, est écrit quelque part. C'est ça qu'il faut savoir, que ce soit dans la Kabbale ou dans le plan maçonnique, si on va rechercher, alors il y a des milliers de rituels, de trucs, milliers de pages, faut avoir le courage, mais on peut toujours retrouver l'idée. C'est toujours écrit quelque part. Comme ce que je disais avec le fameux code foule au pied les lys, tout est trouvable, il suffit de connaître un peu la manière dont la Kabbale fonctionne. Et voilà. Alors on rappellera à nos auditeurs que la Kabbale est le versant ésotérique caché du judaïsme. Xavier, tu voulais intervenir ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart des frères ignorent ou ne veulent pas savoir tout ce que vous racontez dans votre livre. Bien sûr. Ça, c'est la plupart s'en foutent complètement d'ailleurs de l'ésotérisme, de ceci, de cela. Oui, vous faites bien de le signaler, parce que je sais que de l'extérieur, ça peut apparaître complètement délirant. Mais je dis, et c'est vrai, et puis ceux qui connaissent un peu savent que c'est vrai, il y a une grande partie des frères, même des fois des frères qui sont là depuis longtemps, on leur donne un code, ils vont le répéter en phonétique. Ils vont même pas forcément avoir le courage de dire, mais ça veut dire quoi, d'aller chercher, etc. Parce que certains, ils sont bien en loge, ils attendent, ils vont bouffer après les agapes, etc. Ça les change. On est donc entre hommes, on va au restaurant. Il y a quand même cette fraternité, cette solidarité qui peut avoir un certain attrait. Ouais, de façade en tout cas. Mais effectivement, oui. Et puis il y a des gens, ça permet de rencontrer le commissaire de police, le proviseur, pour pouvoir mettre les enfants dans une bonne école, faire sauter les amendes. Il y a quand même ça dans le fond. Tu m'as fait peur. Oui, bien sûr, oui, non, mais il y a ça. Mais ouais. Alors, pour revenir au rite écossais ancien et accepté, vous consacrez un long chapitre au grade de chevalier Kadosh. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ce grade ? Oui, alors le chevalier Kadosh, c'est un grade absolument détestable qui d'ailleurs a été, quand il a été créé, a été refusé par tous ceux qui avaient encore un peu d'honnêteté dans la maçonnerie, dans un rite qui s'appelle le rite écossais rectifié, qui n'est pas du tout un rythme anti-chrétien, au contraire. Et ces obédiences-là ont immédiatement fait interdire ces rites. Sont des rites de vengeance sanguinaire qui n'ont rien à faire avec l'idée de maçonnerie, qui sont vraiment des rites, c'est du Talmud, quoi. C'est pas compliqué. Et donc, c'est justement le prolongement. On parlait du code tout à l'heure, foule au pied les lys. Le rituel consiste, alors vous êtes initié à ce degré-là, on vous met un poignard dans les mains, vous avez face à vous des têtes de mort, une avec une tiare, l'autre avec... le roi et le pape, est-ce que je veux sceptre, et voilà. Et vous devez poignarder symboliquement ça en criant en hébreu Nekam Adonai, voilà, en hurlant en hébreu. Bon, c'est intéressant. C'est-à-dire vengeance Seigneur. Voilà. Donc voilà comment se passe le rituel du 30e degré, qui est le rituel le plus pratiqué au monde. Et c'est pour ça que je parle du rite écossais ancien et accepté, parce que c'est dans ce rite-là que se trouve ce grade, et qui est malheureusement la colonne vertébrale des hauts grades. C'est-à-dire qu'en plus, quand on dit 33 degrés, les gens s'imaginent que les frères vont passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça se passe pas comme ça. 1, 2, 3, c'est-à-dire apprenti, compagnon, maître. Ensuite 4, maître secret. On passe du 4e au 14e directement, du 14e au 18e, et du 18e au 30e directement. Les autres sont des degrés intermédiaires qu'on ne... Il y a quelques symboles, etc. Mais voilà, ils sont pas effectifs. Voilà, les grades effectifs. Donc on passe directement au rite écossais ancien et accepté du grade de Rose-Croix, qui a d'ailleurs rien à voir avec les Rose-Croix qui étaient créés par les jésuites, 18e degré, au degré de chevalier Kadosh. Et puis là, vous vous retrouvez avec le rite sanguinaire de vengeance contre le roi et le pape, quoi. Vous donnez des cas extrêmes où on passe du 4e au 30e en un week-end. Justement, ça j'ai connu ça. C'est pour ça que quand on m'a demandé dans une conférence mon grades et degrés, j'ai répondu, mais je sais pas s'ils ont bien compris. Bon, moi en France, je travaillais, j'étais maître, voilà, je travaillais dans les loges bleues, je visitais, etc. Puis ça m'a suffi. Mais comme je voyage pas mal, il y a des pays où effectivement, pas seulement aux États-Unis, où on peut passer du grade de maître secret au 30e ou 33e en un après-midi ou deux, et c'est réglé, alors que c'est absolument interdit. Enfin,
c'est pas interdit en France, mais c'est pas reconnu en général. Donc vous avez des frères qui sont considérés comme 33e ou 30e aux États-Unis ou dans des pays d'Amérique latine ou ailleurs, et qui ne seront pas reconnus comme tels en France, puisqu'en France, ça se passe évidemment beaucoup plus lentement, différemment, et justement, c'est intéressant d'y revenir. Donc voilà, moi, j'ai vu un peu... Et est-ce que le grade de chevalier Kadosh a été pour vous un déclencheur ? Ah bah, ça a été tellement un déclencheur que j'ai lâché le couteau, je me suis barré, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas accepté, j'ai pas pris ce grade. Je crois quand même, je suis pas superstitieux, etc. Mais enfin, je crois quand même que les rituels ont un sens beaucoup plus profond qu'on ne pense. Donc, je pense accepter ce grade-là, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Donc, voilà. Donc moi je suis parti, j'ai vu ça, et c'est tout, quoi. Alors Stéphane Blé, vous dites également dans votre livre, et ça m'a marqué, qu'au sein de la structure maçonnique, on distingue hiérarchiquement les goïs des juifs. Alors attention, oui, enfin, ça c'était le temple d'Hérode, mais effectivement, pour que les gens comprennent bien, évidemment pas dans les loges, il y a pas ça dans les loges en France, mais quand on sait qu'au-dessus du 33e degré, il peut y avoir autre chose, et qu'on comprend le lien que je prouve dans le livre, alors là, effectivement, on peut commencer d'en parler, mais sinon les gens risquent de comprendre qu'en ce moment, dans les loges maçonniques, non, ça... Mais par contre, au-dessus du 33e degré, qui est censé être le dernier degré du REA, il y a autre chose, on peut appeler ça 33 bis, etc. Alors vous avez vous avez dû entendre parler du Bénébérite qui s'en défend, mais qui est donc une association maçonnique interdite aux non-juifs. Et il se trouve qu'il y a bien eu, contrairement à ce qui a été dit souvent par la franc-maçonnerie et autres, il y a bien eu comment dirais-je, une signature, un traité de réciprocité entre Albert Pike et Armand Lévy, je crois à l'époque. Bon, il faudrait que je retrouve les dates, c'est dans le livre. Voilà, et il y a même un lien entre donc Albert Pike, le Ku Klux Klan et le Bénébérite, quand même. Voilà, donc on voit que le rite écossais ancien a accepté. Quand vraiment on s'enfonce là-dedans pour essayer de voir un peu mieux, on trouve quand même des choses assez hallucinantes. Et voilà. Pour revenir au Bénébrite, il y a des loges dans chaque obédience qui sont clairement des courroies de transmission du Bénébrite. Je pense par exemple à la loge L'Étoile de la Paix au Grand Orient de France. Est-ce qu'il y avait une loge un peu équivalente à la Grande Loge de France ? Bon, là, je pense qu'il y en a, mais là, je ne les ai pas vus. Mais je pense, à mon avis, que ça se passe différemment. Je suis pas... Enfin, il y a sans doute des loges comme ça, mais je pense pas que ça soit en termes uniquement de loges. Je pense que c'est plutôt des choses qui se voient pas et qui tendent à pouvoir de temps en temps utiliser une personne quand elle peut être utile à un moment ou à un autre. Enfin, c'est plutôt ça, à mon avis. Je crois pas qu'ils aient besoin d'avoir une loge comme ça, même si on sait qu'il y a des loges qui sont beaucoup plus formatées, voilà. Mais je veux dire, la franc-maçonnerie, c'est comme un ver de terre. Hein. Ça se nourrit avec ce que vous lui donnez, donc ça change de forme, de couleur, voilà. Et donc, par contre, oui, on peut se demander pourquoi ne pas reconnaître. Hein. C'est pas criminel, c'est pas interdit, mais pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a eu effectivement ce traité de signé entre Pike et le Bénébérite, et puis surtout les liens avec le Ku Klux Klan, qui alors là sont carrément, vous verrez dans le livre, c'est carrément hallucinant. Stéphane Blé, toujours sur la structure de la franc-maçonnerie, vous parlez de parallélisme des degrés. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on est tellement habitué, et c'est très juste, à penser au côté pyramidal, hein, qui est vrai, qui est évident, qu'on voit plus le reste, si vous voulez. C'est pas... Il peut y avoir un type qui sera au 30e, bon, il s'en fout du symbolisme, il a pris le degré, voilà, il est là depuis 25 ans, 30 ans, plus, et il sait même pas forcément, voilà, ça peut arriver. Et puis en même temps, il y a effectivement, même à des degrés de compagnons ou de jeu de maître, des gens qui, mais ça, vous le savez pas, font partie aussi d'autres associations, d'autres choses, et qui donc... Quand je dis vous surveillent, je dis pas qu'ils vous fliquent, mais enfin, voilà, ils surveillent ce que vous dites, ils ont accès à vos planches, ils savent évidemment ce que vous pensez, voilà, et ça peut être utilisé, bien sûr. Donc je pense que l'erreur, c'est justement de ne voir que le côté pyramidal, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, Stéphane Blé, autre sujet intéressant dont vous parlez dans votre livre, c'est la témoura et la guématria. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ?
Oui, ce sont des branches de la Kabbale, qui est d'ailleurs un outil tout à fait passionnant. Il y a des gens qui disent la Kabbale c'est mauvais, la Kabbale c'est ni mauvais ni bon, c'est comme Internet, c'est un outil. Voilà. Après, ce qui en effet, ça peut être très mauvais ou ça, voilà, c'est un outil. La Kabbale c'est divisé en 3 parties, hein, avec évidemment l'alphabet hébreu. C'est une mystique juive, hein, la Kabbale. Donc, je vais essayer de faire court. La guématrie attribue une valeur numérale à chacune des lettres. Bon, tu as un mot, la lettre A égale 1, B égale 2, etc., etc. Enfin bon, et le mot donc en entier a une valeur numérale. Ce qui fait que des mots différents peuvent avoir la même valeur numérale, et donc ça a un sens. Voilà, tous les mots qui ont la même valeur numérale sont en analogie, voilà, et même ça donne des phrases, ça donne des choses incroyables. C'est tout l'alphabet hébreu est basé là-dessus. Alors ça, c'est la première chose. Il y a après la témoura. Alors c'est l'inversion, par exemple, tu prends un mot et puis ensuite tu en crées de nouveaux. C'est-à-dire la première lettre devient la dernière, la deuxième devient l'avant-dernière, etc., etc. Ce sont des jeux avec les mots, la valeur numérale des mots. Bon, on pourrait y passer des heures. C'est extrêmement complexe, mais disons que une des choses sur laquelle on peut s'attarder un peu, c'est la guématrie, puisque c'est très utilisé. Et même si c'est jamais abordé très sérieusement en maçonnerie, tout est codé de cette façon-là. Alors par exemple, en hébreu, prendre un exemple. Voilà, alors en guématrie, par exemple, donc le mot lumière se dit Aor, qui s'écrit avec les lettres Aleph, Vav et Resh, qui donne 1 plus 6 plus 200. Bon, ça fait 207. Quand on regarde le mot infini, qui se dit Ein Sof, ça donne exactement la même valeur de 207. Le mot mystère qui s'écrit Raz, vous voyez que pourtant les mots n'ont rien à voir, hein, c'est pas les mêmes lettres, et ça donne aussi 207. Donc kabbalistiquement, ces mots-là, lumière, infini et mystère, sont reliés kabbalistiquement, ils font tous 207, ce qui est d'ailleurs vachement logique, hein, là, pour le coup. Et ça, on peut retrouver ça absolument partout en utilisant ce système. Alors par contre, il y a aussi des choses qu'on trouve dans les rituels maçonniques ou qu'on trouve dans le Talmud ou ailleurs. Le mot Messie en hébreu donne 358. Hein, c'est le même, Shin, Yod, Het. Bon, 358. Et le mot serpent, il donne 358 aussi. Nahash, Nun, Het, Shin. Voilà, donc 358 pour le mot Messie et le mot serpent, c'est-à-dire le serpent de la Genèse. Bon, c'est quand même intéressant. Effectivement, c'est des choses que les hauts grades kabbalistiques savent, en tout cas. Voilà. Donc après, chacun fait ses propres conclusions. Mais c'est effectivement un système très utilisé. C'est une des bases de l'ésotérisme. De toute façon, la numérologie sert beaucoup, mais la guématrie... c'est vraiment un truc sans fin. Vraiment, les gens qui commencent à s'y intéresser ont une grosse surprise. S'ils relient même l'Ancien Testament en utilisant ce système-là, ils vont se marrer. Hein. Voilà. Donc c'est passionnant, mais évidemment, l'usage qui en est fait, ça peut amener effectivement à des gens qui sont absolument persuadés que le Messie... voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, ils emploient des mots qui veulent dire l'inverse suivant la guématrie. Très souvent, par exemple, oui, bien sûr. Ou alors dont la finalité n'est pas révélée. Voilà. Messie est lié au serpent, à Nahash, au serpent de la Genèse. Bon, il y a plein de choses comme ça. Donc il est évident qu'il y a beaucoup de jeux de mots qui sont faits en permanence. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on écoute BHL ou autre, effectivement, la guerre sans l'aimer, enfin voilà, et puis tout d'ailleurs, ce qu'on entend depuis des années, moins il y a de liberté, plus on nous parle de libertarisme, moins il y a d'égalité, plus on nous parle d'égalitarisme, enfin tous les concepts, tous les mots sont retournés kabbalistiquement jusqu'à ce que l'esprit humain s'y soit complètement habitué et les gens finissent même plus s'en apercevoir en fait. Alors, je voudrais qu'on redevienne plus terre à terre et qu'on aborde la sociologie des loges. Et je voudrais soulever encore un paradoxe de la maçonnerie, c'est que on nous explique que le corporatisme est quelque chose d'insupportable, la loi Le Chapelier l'a aboli, et que finalement c'est quelque chose qui ramène au fascisme, donc aux heures les plus sombres de notre histoire. Oui, c'est ça. Et quand ce mot est utilisé, ce n'est que négativement, alors que la maçonnerie réintroduit en profondeur le corporatisme et le structure dans la société française via les fraternelles que vous abordez également dans votre livre.
Bien sûr, c'est évident, mais tout ça est une formidable blague. Par exemple, le simple fait qu'on ait pu nous faire passer Jules Ferry pour un grand démocrate, un antiraciste, etc., mais c'est la blague du siècle. Enfin, je veux dire, il suffit de lire les discours du gars au journal officiel. Non seulement il est ultra-colonialiste, mais en plus il dit très clairement qu'il faut y aller pour leur piquer le maximum d'argent possible parce que c'est rentable. Et en plus, il dit de toute façon, ce sont des races inférieures, il faut les dresser. Vous dites ça aujourd'hui, vous allez en tôle, quoi. Et il le dit, et pourtant, il est considéré comme vraiment, voilà, l'école laïque gratuite obligatoire, et puis c'est le dieu des francs-maçons, évidemment. Il avait été initié d'ailleurs sur le tard, hein, mais effectivement, ce qu'il a fait a été poussé par la franc-maçonnerie. On sait qu'il y a eu, la loi Veil beaucoup plus tard, ça ce sont des moments où la franc-maçonnerie s'est vraiment a montré tout son pouvoir politique. Mais Jules Ferry, il n'a été d'ailleurs initié qu'à 44 ans, ce qui est assez rare, hein, presque en urgence. D'ailleurs, il a été initié en même temps que Littré, et c'était d'ailleurs, c'était pas caché du tout, ça n'avait rien d'initiatique ou quoi, c'était vraiment une geste politique très forte. C'était déjà un maçon sans tablier. Voilà, et absolument. Puis le but, et puis c'est après qu'on se retrouve avec des gouvernements uniquement composés de francs-maçons. Alors ça a un peu changé depuis. Aujourd'hui, je dis pas tous les encore aujourd'hui, ils arrivent à avoir entre un tiers, mais de toute façon, et... oui. Mais à la limite, maintenant, c'est plus la même chose parce qu'il y a même plus besoin, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des maçons sans tablier, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément été initiés, ou alors ils l'ont été, ils ont démissionné. Enfin bref, mais ils travaillent pour la même cause. On appelle ça en maçonnerie les maçons sans tablier. On voit des choses hallucinantes. Par exemple, au moment de sa passation de pouvoir, Manuel Valls dit à Bernard Cazeneuve, mon frère, devant la France entière, ça pose aucun problème. On a vu un député qui sortait un peu bourré et qui commençait à faire sa planche en pleine Assemblée nationale. Oui, ça c'était, voilà, c'est extraordinaire, je me souviens plus de son nom, mais je pense que les gens qui nous écoutent pourront essayer, ils devraient pouvoir retrouver sur YouTube en tapant, je sais pas, député, confond, maçonnerie, assemblée. Le type avait pris la parole à l'Assemblée nationale, il s'était levé, il avait fait le signe maçonnique, le signe de l'égorgement, là, enfin voilà, mes frères, puis alors il raconte son truc, et puis il fait le signe de l'égorgement, il dit, j'ai dit. Le type a oublié qu'il était à l'Assemblée nationale, il s'est cru en loge. Et je sais qu'il y a toujours la vidéo, c'est marrant d'ailleurs. Voilà, donc oui, on sait bien que depuis la troisième, enfin même avant, mais on sait bien que de toute façon c'est... Alors quand on dit c'est la maçonnerie, c'est pas les maçons, mais c'est la maçonnerie qui nous dirige. Ça c'est très très clair. Mais quand on dit la maçonnerie, les gens qui sont pas là-dedans... Du moins l'idéologie qu'elle produit. L'idéologie qu'elle produit et qui est quand même injectée de bien de quelque part. Parce que là, encore une fois, on le sait bien, la plupart des frères sont même pas au courant de ces trucs-là. Hein, c'est ça qui est intéressant. Ça se passe quand même à un degré supérieur. Il y a des gens qui sont là pour faire bonne figure. C'est vrai qu'il faut, évidemment, pour présenter un visage quand même plus sympathique, c'est très bien, ils aiment bien avoir des artistes et tout ça, mais enfin, c'est sûr que c'est pas... Par exemple, j'avais dit, quand on pense que Madame Vallaud-Belkacem vient de recevoir une des plus hautes distinctions maçonniques par le passé grand maître de la Grande Loge de France, là, moi, je veux dire, quand j'ai vu ça, j'avais fait une vidéo il y a 3-4 ans pour parler de la franc-maçonnerie, j'avais dit, un jour, ça va finir comme ça. Et ben, ça a fini comme ça. Mais dans la réalité, j'ai jamais rencontré de ma vie un frère qui me dise « Oh, mais Belkacem, super, j'ai du respect pour elle », mais pas du tout. Mais je suis sûr que les gens qui sont pas maçons sont persuadés que ce sont tous les maçons qui ont voté, qui ont voulu que cette femme soit décorée, en gros, pour les services rendus, hein, voilà, avoir détruit le latin et le grec, faire venir l'autre qui manque un bras, là, comment il s'appelle, le comique, là, Debouze, à la place du latin et du grec, la théorie du genre. Enfin, effectivement, elle a été remerciée pour ses bons et loyaux services. Sauf que c'est pas une décision des frères, c'est le grand maître sur ordre ou demande de je ne sais pas qui l'a fait sans passer par un vote. Donc faut bien savoir que c'est comme ça. Et c'est vrai que quand on dit on parle pas de religion et de politique en loge, c'est vrai jusqu'à un certain degré. C'est vrai que au troisième degré, les apprentis, les compagnons, les maîtres, etc. ne parlent pas de partis politiques ou d'ardieux. Ça, de toute façon, ça c'est interdit même de prononcer le mot. Mais par contre, on voit bien que au-dessus de ça, ça n'est que ça, et que les grands maîtres ou les députés maçonniques, etc. ne se gênent pas une seconde pour lancer leur idéologie et leur fatwa quand il y a quelqu'un qui leur plaît pas. Hein.
Alors pour revenir au fraternel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Moi, j'ai jamais fait partie d'une fraternelle parce que j'étais déjà contre. Enfin, même comme à l'époque où j'étais franc-maçon, je trouvais ça scandaleux parce que c'est complètement même une déviation de l'idée de franc-maçonnerie, puisque une fraternelle c'est un truc corporatiste, interobédientiel, où en fait 25, 30 policiers ou cuisiniers, enfin bon, s'ils sont restaurateurs, c'est pas grave, ou voilà, vont se réunir. Alors quand il s'agit, voilà, et évidemment, alors quand il s'agit de juges, là, ça pose quand même l'immobilier, un de la justice, problème, voilà. La fraternelle de la police, fraternelle parlementaire, Absolument, et une fraternelle parlementaire, et une fraternelle des homosexuels qui, celle-là, n'est pas professionnelle. Je crois que c'est la seule. Voilà. Et donc là, quand même, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, il y a que seulement mon ami Bruno Gollnisch à l'époque, c'est pour ça que j'avais soutenu, qui avait soulevé ça, vraiment. Et alors évidemment, pas une personne pour le défendre, ça c'est clair que s'attaquer à ça. Mais enfin, quand même, imaginez le résultat d'un truc pareil avec la police et la justice. C'est quand même, c'est terrible. Et par exemple, on a vu Hollande se retirer une semaine de l'élection présidentielle, une semaine après la visite de Christian Bataille, qui est précisément celui qui dirige la fraternelle parlementaire. Voilà, je sais bien. Alors, j'en tire pas de conclusion. Voilà, mais en effet, il y a des gens. Bon, c'est comme ça, c'est clair, c'est clair. Et je pense que c'est les gens qui veulent mieux connaître ça. Et même, je m'adresse autant à des frères qui sont à l'intérieur encore, qui des fois sont jeunes, sont apprentis ou compagnons et qui commencent à se poser des questions. Ou partez de là, ou alors essayez de gueuler, faites quelque chose. C'est pas possible. Moi, je comprends pas comment on peut rester. Moi, par exemple, si j'avais été encore maçon au moment où j'ai appris que la mère Belkacem a été décorée, alors là, je claquais la porte, mais à l'instant même. Enfin, on les prend pour des cons aussi, quoi. Donc là, je pense que c'est clair. Donc effectivement, et personne n'a la curiosité de demander, ou même d'aller gueuler, simplement en disant, mais qui a fait ça ? On est censé être dans un truc où chacun vote, chacun donne son opinion. Qui a fait ça ? Mais d'où ça vient ? Non, ça continue, donc chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que petit à petit, il y a beaucoup de jeunes francs-maçons qui seront amenés à réfléchir à leur engagement. Stéphane Blé, dans votre livre « La franc-maçonnerie, l'effroyable vérité », à la fin, donc le livre est agrémenté de photos en couleur, on vous voit, en tenue de franc-maçon, faire un salut nazi. Voilà, enfin c'est un geste qui est fait par tous les maçons du monde entier, qui sont au rite écossais ancien et accepté. Lorsqu'une tenue se termine, le vénérable maître fait, il y a un certain nombre de gestes à faire, etc. Et puis ensuite, les frères doivent se lever. Le vénérable maître dit, mes frères, gardons le silence, etc. Jurez de garder le silence. Et là, on enlève le gant de sa main droite et on fait ce que certains appellent. Alors moi, je lui donne pas cette connotation-là, mais étant donné effectivement, puisque apparemment une quenelle, c'est un salut nazi, inversé, là c'est pas inversé du tout, c'est effectivement ça. Et d'ailleurs, je connais des frères. Moi, la première fois, quand je suis rentré là-dedans, donc comme apprenti, et la première fois où j'ai vu ça, je me suis dit, c'est hallucinant ça. Et en fait, il faut savoir que tous les maçons du monde entier le font à ce rite écossais ancien et accepté. Voilà, c'est le geste du serment de garder le silence. Ouais. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais que je me pose depuis longtemps. Pourquoi les francs-maçons, dont finalement le but, en quelque sorte, est de rester secret, tout est basé sur le secret, pourquoi éprouvent-ils le besoin de laisser sur les monuments, par exemple le monument des droits de l'homme, qu'on a visité ensemble, Stéphane Blé, des signes, des indices de leur présence? Parce que c'est très complexe. En même temps, il y a ce côté quand même, je dis, qui est très kabbaliste. Il faut que les choses soient écrites. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. C'est pour ça, c'est l'importance du symbole vu par les kabbalistes. Si ça n'est pas écrit, si ça n'est pas gravé, ça n'existe pas. Donc ça doit l'être. Voilà, c'est une signature. Quoi qu'il arrive, sera toujours signé déjà. Et puis il y a un truc encore un peu plus vicieux, c'est-à-dire que quand même la franc-maçonnerie, c'est aussi des histoires de gros sous. Donc il faut faire entrer du monde. Il y a entre les obédiences, même c'est un peu à celui qui aura le plus de loges, le plus de frères, le plus de capitation. Donc maintenant, ils n'hésitent pas à se servir de ça, balancer 2-3 petites choses, mais en étant sûr d'ailleurs que personne ne va rien y comprendre du tout, et puis que même s'ils comprennent un peu, ça va plutôt les exciter. Donc tout ça est bien voulu. Et puis on voit même quelque chose d'encore plus étonnant maintenant, c'est que ce qui n'était pas le cas avant, c'est que maintenant il y a vraiment, on fait de la pub pour la franc-maçonnerie chez les jeunes, même dans les lycées. Je veux dire, ça c'est quand même absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'en gros,
comme le Parti socialiste sait bien que, bon, je crois que même les trotskistes, c'est pas peu dire, hein, même eux se sont rendus compte que le PS se foutait de la gueule du monde. Bon, enfin, il n'y a plus rien à faire. SOS Racisme, tout le monde sait ce que c'est. Donc, ils se disent comment on va pouvoir récupérer maintenant cette jeunesse-là, là, les 18, 20 ans. Et donc, moi, je suis absolument persuadé, vous allez voir dans les années à venir, qu'ils vont faire de la retape dès que vous aurez de plus en plus de très jeunes frères. Ils sont vachement excités de rentrer là-dedans, voilà, ça fait mystère, etc. Alors là, c'était quand même pas, je veux dire, j'ai jamais vu, ça peut exister, mais j'ai jamais vu de dizaines de frères de 18 ans, un truc comme ça. Je serais même pas étonné que ils donnent bientôt le droit de vote à 16 ans et qu'en même temps la majorité à 16 ans. On verra peut-être dans quelques années plein de jeunes ados qui deviendront maçons, parce que il y a aussi évidemment une histoire de gros sous. Et puis il faut rendre, quand même là, ils sont un peu dans le collimateur, hein, avec toutes les conneries qu'ils font. Hein. Bon, ça c'est sûr que c'est pas mon livre qui va arranger, mais il y a quand même plein de gens qui en ont ras-le-bol et qui voient bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc il faut rendre la franc-maçonnerie plus sympathique. Il est temps de trouver un nouveau vernis. Effectivement, quoi de mieux que d'avoir plein de jeunes de tout, voilà, de tout bord. C'est pas gênant. Ils seront apprentis, compagnons, voilà, ça fera sympa et ça calmera le peuple. Et je pense que c'est le but. Enfin, je pense pas, je sais. Donc. On voit les grands maîtres aller par exemple faire des séances de recrutement à l'ESSEC, à HEC. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a aussi un processus pour rentrer, c'est les candidatures spontanées qui existent. C'est-à-dire que vous envoyez votre CV avec une lettre de motivation. Alors là, j'ai sous les yeux un blog maçonnique connu, iram.be, que vous devez connaître. Oh là, oui, je connais, parce qu'il y a quelques années, ils avaient dit le plus grand bien d'un livre que j'avais écrit, d'un traité d'herméneutique. Ils avaient fait un truc génial. Et puis évidemment, quand j'ai commencé quand j'ai quitté et quand j'ai fait mes premières interviews sur ce que j'avais vu, etc., et pourquoi j'avais quitté. Hein. Pourtant, j'étais pas agressif, j'ai simplement raconté, voilà, j'ai dit, bon, voilà où ça va. Et alors là, je suis devenu, il y a eu quelques articles gratinés sur moi, le mélange toxique de l'extrême droite et de l'ésotérisme, enfin bon. Et alors, sur ce site, donc justement, il y a un paragraphe sur comment candidater. Et dans ce paragraphe, on lit « À la lecture d'appels et candidatures africaines, rappelons que quoi qu'en dit une certaine propagande antimaçonnique, l'adhésion à la franc-maçonnerie n'assure pas le pouvoir, la richesse ou la fortune en amour. » Alors, est-ce que vous avez été confronté justement à des frères africains qui venaient en maçonnerie ostensiblement pour l'ascension sociale? Trop ostensiblement. Pas directement, pas dans ma loge, mais j'ai vu un jour en visitant, d'ailleurs c'était dans une autre obédience, et il y avait 2-3 frères très drôles d'ailleurs, mais vraiment là c'était un film, quoi. Et après aux agapes, les mecs se sont lâchés. Bon, je crois qu'ils étaient compagnons, ils étaient rentrés, ils me disent « Attends, toi t'es maître depuis un moment, moi je suis un peu déçu, quand même, bon on bouffe bien tout ça, mais enfin moi, les femmes, machin, les trucs, les relations, ça vient lentement. » Ben, je dis « Attends, tu t'es quand même pas rentré dans une loge maçonnique pour des... » Non, ça je dis, alors là pour le coup, faut être honnête, hein, c'est quand même un fantasme pour le coup, non, il n'y a pas de partous dans les loges, là. Voilà, mais effectivement ça peut arriver, je crois pas que ça soit réservé aux Africains, hein, tu sais. Il y a des gens, moi je pense qu'il y a des gens très sincères parmi les artistes souvent, ou naïfs, qui ont envie d'une genre de spiritualité comme ça, dogmatique. Et puis il faut, comme je dis, du temps avant de se rendre compte que bon voilà. Mais sinon, bien sûr qu'il y a plein de gens qui se disent bah attends, alors tous les gens que je vois qui sont, je sais pas, qui sont agents immobiliers, qui sont policiers, ça, ils sont francs-maçons, il faut que je rentre là-dedans. Et effectivement, ils se cachent pas de faire ça pour mais je crois que justement ils seront déçus aussi, parce que bien sûr ces choses existent, mais c'est pas parce qu'ils vont rentrer dans la franc-maçonnerie que ça va aller mieux pour eux. Si ça va mieux pour eux, c'est qu'ils auront été choisis pour une chose bien précise. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que c'est un fantasme clair. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui font ça uniquement pour ça, oui. Stéphane Blais, je crois savoir que au fil de la montée dans les grades, le message de la franc-maçonnerie s'inverse. Oui, bien sûr, c'est ça qui est assez vicieux d'ailleurs. On a des symboles. Moi, ma spécialité, c'était quand même le symbolisme. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle des outils symboliques, l'équerre, le compas. Alors, l'équerre symbolise le monde matériel.
voilà, tout ce qui se voit, et le compas symbolise l'esprit, l'imagination, ce qui est spirituel, etc. Donc, normalement, dans les premiers degrés, vous verrez le compas qui est au-dessus de l'équerre, c'est-à-dire, en gros, voilà, l'esprit domine la matière. Sauf que ça, c'est pareil, ça finit par se retourner, ça devient l'inverse. Même chose pour l'étoile flamboyante, enfin, l'étoile à 5 branches, que je pense que tout le monde a dû voir ça un jour avec la lettre G dedans. Bon, bref, là, on pourrait faire des heures d'émission sur la lettre G, mais bon, on n'aura pas le temps. Mais pareil, par exemple, sur le tablier maçonnique que j'ai photographié dans le livre et que beaucoup de frères portent à un certain grade, eh bien, l'étoile flamboyante est inversée. C'est-à-dire, quand l'étoile flamboyante en loge au degré d'apprenti, compagnon ou maître, quand la branche unique est en haut, c'est censé signifier, c'est soit le corps de l'homme, le corps et l'esprit de l'homme, soit l'esprit dominant la matière. Seul problème, c'est qu'à un certain niveau, l'étoile se renverse et on retrouve l'étoile pointe unique en bas, ce qui est clairement un symbole luciférien. Là, je dirais pas sataniste parce qu'il faut pas tout confondre, mais c'est clairement l'esprit au service de la matière. Voilà. Et donc, effectivement, le message s'inverse, et ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Et c'est ça qui est assez terrible. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Benoît XVI à une certaine époque, qui n'avait pas du tout été compris. Enfin, moi, je trouve que c'était un grand pape, mais ça, c'est bon. Voilà. Et il avait dit, c'est pas que les francs-maçons soient des gens mauvais parce qu'ils rentrent en maçonnerie, c'est qu'ils ne savent pas du tout ce qu'on va faire d'eux et où cette démarche va les mener. Voilà. Mais il avait dit d'une telle manière que personne n'avait très bien compris ce qu'il voulait dire, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps, et puis au bout d'un moment, dire, bon, tu te rappelles de ce qu'on t'a dit ? Bon, voilà, c'est l'inverse. C'est, voilà. Pendant des années, on est dans une organisation dont finalement, on ignore tout. Enfin, mais complètement. Mais c'est complètement, voilà. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient exaspérant. Alors, on peut se renseigner et aller chercher, mais il faut apprendre vraiment la Kabbale, il faut y passer du temps. La plupart des gens passent cette envie-là. Et puis, de toute façon, c'est vrai que ça pose quand même gravement un problème quand on sait, en plus, et qu'on a l'exemple de la Révolution française. Ça serait bien que des jeunes qui sont là-dedans, je sais pas, compagnons, commencent à se poser la question. Ou à la quitter, ou alors à carrément tous ensemble commencer à faire changer ça de l'intérieur. Pourquoi pas, je sais pas, mais en tout cas, s'ils sont bien comme ça les regarde. Il y a des gens très bien aussi en maçonnerie, c'est bien ça. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un truc où les gens qui ne connaissent pas vont croire que tous les francs-maçons sont... voilà. Bon, moi, je dis que la plupart sont utilisés, et quand ils n'ont pas vu encore les symboles des hauts grades, effectivement, ils risquent de tomber des nues. Mais peut-être, ils n'atteindront jamais ces grades-là, ou peut-être on leur montrera pas. Enfin, ça dépend de ce qu'on planifie de faire avec eux. Est-ce qu'ils vont juste rester une vitrine, ou est-ce qu'ils auront un rôle à jouer à un moment ? Tout ça est pas clair. Effectivement, il est totalement interdit de demander à un frère d'un niveau supérieur. Donc voilà. Stéphane Blé, il y a encore beaucoup de sujets que nous aurions pu aborder. Ah oui. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On rappellera que votre livre Franc-maçonnerie, l'effroyable imposture est disponible sur le site www.contreculture.com au prix de 15 € pour 125 pages. Un livre encore une fois très beau, avec une belle couverture de Marie représentant la fameuse pyramide et l'œil. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Oui. Qu'est-ce que représente ce symbole ? Alors c'est bon, c'est l'œil qui voit tout. Ça vient au départ, ça vient d'un symbole égyptien. Enfin bon, bref, mais c'est censé bien sûr représenter l'œil qui te voit. L'œil, alors certains diront le troisième œil, l'œil de l'esprit, mais c'est plutôt l'œil qui te voit partout où que tu sois. Hein. Ça, c'est très clairement ça. Qui est représenté sur les billets de 1 $. Bien sûr, oui, absolument. Alors surtout, le livre est très drôle. On l'a pas assez dit à l'antenne, mais le livre, de le rappeler. Non, mais le livre est vraiment très très drôle. C'est un livre assez court, ça pourrait être la franc-maçonnerie pour les nuls. Et puis la franc-maçonnerie en 2 heures, hein, parce que ça se lit très très vite, voilà. On rigole beaucoup. Quoique, vu ce qu'il y a dedans et ce que je dis, et les choses que je montre, ça je crois pas qu'ils le trouveront dans la franc-maçonnerie pour les nuls. Hein. C'est très acide, très acide. D'ailleurs, vous nous disiez avant l'émission que peut-être votre convocation à la police dernièrement est liée à la parution de ce bouquin ? Ça, je peux pas le dire. J'ai juste été surpris. Je peux pas faire de commentaires sur rien. Disons que, bon, voilà, je rentre je venais de rentrer 3 jours avant de Turquie. Je donne une conférence samedi 1er avril à la Main d'Or sur la maçonnerie. Et puis, lundi matin, le téléphone sonne, police judiciaire, et j'ai appris que
la LICRA avait saisi le parquet de Paris contre moi, donc j'ai dû me rendre là-bas. Je me suis rendu avec mon avocat, avec Maître Viguier, comme vous le savez, parce que vous étiez avec nous pour faire la vidéo, voilà. Et donc non, c'est pas. On peut pas affirmer. En tout cas, c'est pas officiellement à cause du livre, etc. Voilà, ce serait disons que ça se passe en même temps. Des propos, voilà, et ça se passe en même temps. Mais c'est tout. Hein, et puis je peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Simplement, effectivement, ça m'a surpris. Voilà, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Stéphane Blé, merci beaucoup et bon courage à vous. Merci. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, je vous informe qu'un livre utile est sur le point de sortir chez Contre-Culture, Mythes et réalité de la science de Jérôme Alzan, docteur en physique. Un livre qui reviendra sur les principes fondamentaux de la science pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Un livre important donc, et d'ailleurs nous recevrons son auteur prochainement au micro de l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, suivez cette sortie sur le site www.contreculture.com. Par ailleurs, pour nos auditeurs qui vivent dans le sud, n'oubliez pas le passage du tour anniversaire ER à Nice le samedi 22 avril, une étape qui réunira de nombreux invités dont Alain Soral, Youssef Indy, Damien Viguier, moi-même ou encore Stéphane Blé qui animera la soirée au piano. Nous dégusterons ensemble le soir un succulent repas niçois. Toutes les informations se trouvent sur le site d'Égalité et Réconciliation. La section niçoise de R vous attend nombreux. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Stéphane Blé. Son album Figure libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Sonate opus 40 numéro 4, Renaissance. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.